Je vous avais donc proposé la dernière fois une vue d'ensemble de la situation au Sichuan pendant la période qui nous occupe en ce moment, c'est-à-dire la période des nouvelles politiques, autrement dit encore la première décennie, en grosso modo, du XXe siècle. J'ai évoqué à très grands traits le cadre naturel de la province. J'ai dit quelques mots de la situation économique et sociale à la fin du XIXe siècle. J'ai aussi parlé des transformations assez considérables qui avaient affecté le cadre urbain de la capitale de la province, donc de Chengdu, pendant cette période des réformes. Le but de toutes ces considérations, c'était de donner des éléments de contexte pour l'analyse de l'autobiographie de Liu Duanfen, qui nous occupe en ce moment, donc le Huanshu Jiyue, qui reste le fil conducteur de mon exposé, et qui, je l'ai déjà indiqué, retrace les presque 4 ans qu'a passé cet auteur au Sichuan, de 1908 à 1911, d'abord comme fonctionnaire stagiaire à Chengdu, et ensuite comme magistrat dans 2 sous-préfectures situées à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Chengdu. La grande question, en effet, enfin pour l'historien, c'est d'évaluer l'impact des nouvelles politiques sur le terrain au Sichuan, je veux dire en dehors de la capitale provinciale où cet impact s'est fait sentir le plus immédiatement et le plus profondément, comme il est tout à fait naturel, puisque c'est là que résidaient les autorités chargées d'appliquer les mesures édictées par le gouvernement central. Et cet impact à Chengdu est bien mis en évidence, je l'avais aussi mentionné, par l'ouvrage de Christine Stapleton, que j'ai évoqué la semaine dernière et dont j'ai tiré pas mal de renseignements. Ouvrage consacré donc aux politiques de modernisation urbaine à Chengdu, à l'époque des nouvelles politiques et également dans les années 20, à l'époque des seigneurs de la guerre. Or, le témoignage de Liu Duanfen est particulièrement précieux pour se faire une idée justement des conséquences, ou pourrait-on peut-être dire de la pénétration des nouvelles politiques dans le Sichuan profond, puisque c'est là qu'était posté Liu Duanfen, qu'une de ses missions importantes était précisément d'appliquer les nouvelles réglementations et de mettre en place les nouvelles institutions, et qu'il nous parle de cela en continu, en quelque sorte, ou plutôt au jour le jour. Quantitativement, il faut bien admettre que c'est un témoignage très limité. Après tout, il y avait quelques 140 sous-préfectures au Sichuan, et ici, nous n'en avons que 2 dont il soit question. Et le point de vue également est limité, puisque c'est celui d'un magistrat et que son auteur ne parle que d'affaires de magistrat. Mais une fois que cela a été admis, je ne suis pas sûr qu'il en existe beaucoup d'autres de témoignages de ce genre, montrant ces choses avec la même objectivité et la même précision. Et en fait, je ne suis pas sûr, à ma connaissance, il n'en existe pas, qu'il existe d'autres témoignages autobiographiques sur cette période et sur cette province. Comme je l'ai déjà noté, les nouveautés que les promoteurs des nouvelles politiques ont tenté de diffuser et d'imposer en Chine devaient être adaptées à un contexte qui, dans les premières années du XXe siècle, restait un contexte totalement traditionnel. Le processus n'a donc pu être que très progressif, et pas seulement à cause des résistances qu'il rencontrait, et qui n'étaient d'ailleurs pas toujours systématiques. Il y avait aussi la pesanteur des manières traditionnelles de faire et des institutions établies, qu'elles soient privées ou publiques d'ailleurs, et il y avait surtout un manque presque total de moyens pour financer les nouvelles procédures et les nouvelles institutions. À l'inverse donc des innovations réalisées à Chengdu, dont j'ai parlé la semaine dernière, qui étaient impulsées par les autorités provinciales et qui étaient sur place, qui avaient leur siège dans la ville même, et dont certaines de ces innovations ont bénéficié de financements substantiels. Donc, par opposition à cette situation, dans le reste de la province, les choses sont allées très lentement. Et au moment de la révolution de 1911, une petite partie seulement des programmes des nouvelles politiques avaient été réalisés. Et c'est bien ce que reflète le compte-rendu que donne Liu Duanfen de ces 2 années à Hangzhou et à Qintang. Au moment où il quitte ses fonctions, on est encore en pleine transition, en début de transition, pourrait-on même dire.
J'avais eu le temps, mercredi dernier, de le montrer à propos de l'administration judiciaire. Tel qu'exerce la justice Liu Duanfen, en tout cas, il reste dans le droit fil des pratiques traditionnelles. Certaines réformes importantes décrétées par les autorités centrales, comme la mise en place sur tout le territoire de l'Empire de tribunaux et de juges indépendants des administrateurs locaux, c'est-à-dire indépendants des magistrats, ces mesures, ces réformes n'ont pas encore reçu le moindre début d'application, en tout cas pas dans les sous-préfectures où se trouvait Liu Duanfen. Nous avions aussi vu que certaines nouvelles règles de procédure semblaient à Liu Duanfen peu commodes à appliquer et qu'il ne voyait pas de grand inconvénient à les ignorer. En revanche, il signale certains changements associés à la mise en place toute récente des institutions dites d'autonomie locale, notamment la demande qui lui est faite et qu'il approuve après quelques hésitations d'instituer des sortes de juges de paix issus de la société civile, mais qui ont malgré tout un statut par rapport au gouvernement local, qui réglerait les conflits sans véritable conséquence judiciaire, donc les conflits, les disputes, disons, portés devant eux par les habitants. Donc une sorte de justice de proximité qui équivaut à décentraliser l'une des fonctions classiques et très accaparantes des magistrats, mais sous la surveillance de ces derniers et sans créer de nouveaux agents de l'État. Donc je ne reviens pas là-dessus, mais je voudrais en revanche dire un mot des quelques données qu'on trouve par ailleurs sur ce thème de l'autonomie locale dans le texte de Liu Duanfen. Et déjà sur la notion même d'autonomie locale dans le contexte de la fin des Qing. L'idée de confier certaines fonctions administratives ou para-administratives aux communautés locales était une idée ancienne en Chine. Mais la notion d'autonomie locale, ou plus précisément d'autogouvernement, c'est le sens littéral de zizhi, se gouverner soi-même, dans le sens qui nous concerne, ici, cette notion est plus récente. Elle semble avoir été popularisée, la notion, sinon le terme, qui est plus tardif en Chine et qui a été importé du Japon, mais la notion semble avoir été popularisée par certains missionnaires anglo-saxons et qui invoquaient en particulier l'exemple anglais, et adoptée par un certain nombre de lettrés et de fonctionnaires réformistes dans le courant de la seconde moitié du XIXe siècle. Comme moyen possible de résoudre les problèmes courants de la société chinoise, et cela en confiant donc des responsabilités formelles aux membres de l'élite lettrée locale dans des domaines tels que la perception des impôts ou le maintien de l'ordre. Mais il ne s'agissait aucunement de démocratie locale, ou pour le dire autrement, il ne s'agissait pas du tout d'opposer une légitimité politique locale au contrôle exercé par la bureaucratie d'État. Et ça a été encore moins le cas lorsque la Cour a promulgué officiellement donc un programme d'autonomie locale dans les premiers jours de 1909 pour répondre à une revendication constitutionnaliste qui était de plus en plus pressante et en s'inspirant cette fois de la refonte de l'administration locale qui avait été opérée au Japon sous le même nom de Tsuju ou Jichi en japonais dans les années 1880. Le Japon s'était beaucoup inspiré des théories allemandes. Et on remarque d'ailleurs que dans les discussions visant à préciser le contenu et les formes de l'autonomie locale pendant la période suivante, des organismes donc, qui sont partie prenante de ces discussions, comme le ministère de l'Intérieur ou le Bureau de compilation de la Constitution, invoquent très régulièrement l'exemple prussien. Le but était bien de créer des structures composées de notabilités sélectionnées par les magistrats et capables d'assister l'administration régulière dans un certain nombre de tâches d'intérêt strictement local. Ces structures incluaient des assemblées et des comités à divers niveaux dont le rôle était purement délibératif et consultatif. En d'autres termes, pas vraiment d'autonomie à proprement parler. Qu'à la veille de la Révolution de 1911, ces assemblées aient parfois versé dans la revendication et dans l'opposition, autrement dit qu'elles se soient politisées, c'est là une autre histoire. Et il en va de même du fait qu'elles ont cherché à s'approprier un certain nombre d'idées, de programmes et de pouvoirs même, notamment en matière de développement et de modernisation,
qui était préconisé par le mouvement d'autonomie locale qui s'était très activement développé depuis le début du siècle, donc hors du gouvernement. Alors que les directives, que les directives officielles qui traçaient les limites de l'autonomie locale se gardaient bien de leur attribuer une telle capacité d'initiative, donc de proposer des nouveaux programmes, d'exercer le moindre pouvoir, etc. Philippe Kuhn, l'auteur d'études tout à fait classiques sur le mouvement d'autonomie locale, ou comme il l'appelle lui-même, comme il préfère l'appeler, de self-government, donc vraiment d'autogouvernement, à la fin des Qing et à l'époque républicaine. Et il en parle dans beaucoup de ses travaux, mais je vous ai donné sur la feuille la référence, la principale référence. Donc Philippe Kuhn, donc, professeur honoraire, émérite à Harvard, et qui était venu faire des séries de conférences, mais il y a maintenant plus de 15 ans, au collège. Philippe Kuhn insiste beaucoup sur le fait que les institutions créées à la fin des Qing n'ont certainement pas été une révolution, dans la mesure où elles revenaient le plus souvent à confirmer et en même temps à mieux encadrer divers aspects du pouvoir déjà exercés par les notables locaux, par ces gens qu'on appelle dans le jargon sinologique anglo-saxon la gentry, ce qui n'a pas beaucoup de sens mais c'est pratique, mais qui se définissent comme titulaires de degrés académiques, de titres académiques, ayant passé donc des examens ou ayant acheté les titres, eux et également leur famille. Donc ceci c'est la définition de ces shenshu, comme on les appelle, que j'appelle donc les notables, ou les lettrés notables. Donc, mieux encadrer le pouvoir qu'ils exerçaient déjà dans les localités. Ce pouvoir des notables s'était notamment accru, ça il faut aussi y insister, pendant l'époque des rébellions, après 1850, lorsqu'ils avaient été amenés à jouer un rôle prééminent dans l'organisation de la défense locale. Ça, c'est un des grands thèmes du premier ouvrage de Philippe Kuhn. Et d'une manière plus générale, Kuhn replace ces institutions dans une problématique de longue durée, à savoir l'éternel dilemme soulevé par les organisations locales non bureaucratiques de diverses natures, dont le gouvernement ne pouvait pas se dispenser des services, mais dont on ne savait jamais quel degré d'autonomie, précisément, on pouvait leur concéder, ou au contraire, quel degré de contrôle il était indispensable d'exercer sur elles. En tout cas, le fait qu'à travers les nouvelles institutions d'autonomie locale, le gouvernement de la fin des Qing ait d'abord cherché à coopter les notables locaux à son service, plutôt que d'instaurer une quelconque démocratie locale, ceci est tout à fait confirmé par le passage dans lequel Liu Duanfen relate la mise en place d'un bureau d'autonomie locale à Hangzhou. Ce qui me semble en fait intéressant dans cet épisode, c'est son aspect en quelque sorte défensif. C'est que la préoccupation principale, c'est la sécurité publique, bien plus que la modernisation de l'administration rurale. Liu Duanfen indique clairement que le moteur de son initiative, c'est la crainte d'une explosion sociale qui pourrait être provoquée par l'alourdissement constant des charges qui pèsent sur la population, la crainte de désordre dont les premières victimes seraient les notables et les riches locaux. Et c'est très exactement le 28 novembre 1909 que Liu Duanfen convoque les lettrés de la sous-préfecture, donc les shenshu, dans cette définition que j'ai donnée, pour leur expliquer donc que le financement, sous-entendu le financement des nouvelles politiques, est extrêmement difficile, rencontre de grandes difficultés, et que si jamais les habitants les plus pauvres de la sous-préfecture se soulèvent, sous-entendu à cause de toutes ces surtaxes qui s'abattent sur eux, et je reviendrai là-dessus, alors eux, les notables et les riches, à qui ils s'adressent, seront les premiers à en subir les effets. La conclusion, c'est qu'il faut réduire les dépenses. Et bien qu'ils ne le disent pas explicitement ici, il est clair que Liu Duanfen fait allusion à toutes les ponctions opérées pour financer les nouvelles institutions, notamment les écoles modernisées, ces écoles dont je redirai un mot tout à l'heure, dont il est constant qu'elles profitaient surtout aux notables, à présent que l'enseignement traditionnel avait perdu son utilité pour faire carrière, mais qu'elles coûtaient à l'ensemble de la population et que pour cette raison, elles étaient extrêmement impopulaires.
Peut-être aussi l'une des causes de cette hostilité tenait-elle au fait que les notables engagés dans la gestion des nouvelles institutions touchaient des salaires, autrement dit qu'ils en profitaient. C'est en tout cas ce que suggèrent les circonstances de la mise en place d'un bureau d'administration de l'autonomie locale, un Tsuju Shuusuo, quelques mois plus tard, toujours à Hangzhou, le 19 mars 1910. Cette création, Liu Duanfen la présente comme une conséquence directe, c'est dans le même paragraphe en fait, avec le mot gu, c'est pourquoi, comme une conséquence directe donc de la réunion dont je viens de parler, au terme de laquelle les notables avaient exprimé, dit-il, leur accord avec ces propos sur la nécessité de réduire les dépenses. Et Liu précise bien que les lettrés à qui est déléguée la gestion donc, de ce nouveau bureau d'autonomie locale ne touchent pas de salaire, précisément, alors que son prédécesseur accordait au contraire des salaires généreux de 20 ou 30 taels, des onces d'argent, c'est en effet des sommes rondelettes, aux notables recrutés dans le cadre des nouvelles politiques. Désormais, ils ne toucheront qu'une indemnité mensuelle de transport, littéralement de chaise à porteur, mais ceci, affirme Liu, donc le fait qu'on leur enlève la possibilité de toucher des salaires ne diminue en aucune manière leur ardeur à s'acquitter de leurs fonctions. Et dans les mois qui suivent sont encore inaugurées à Hangzhou les deux sortes d'assemblées prévues par les directives du gouvernement central, à savoir l'assemblée délibérative, ou Yishi-hui, et l'assemblée exécutive ou gestionnaire ou d'administration tout simplement, c'est-à-dire la Tongshi-hui. Le mot tong, qui est un mot important de toute la fin du XIXe siècle, désigne la gestion des affaires par des gens qui ne sont pas des fonctionnaires. Et un peu plus tard, le bourg le plus important de Hangzhou est également doté d'une assemblée d'autonomie locale, appelée cette fois-ci Tsuju-hui, et tout cela correspondait en fait au programme pluriannuel de mise en place des institutions d'autonomie locale fixé par le nouveau ministère de l'Intérieur, donc le Minzhongbu, dans un mémoire au trône du début de 1909, un mémoire dont on a au moins une version, je ne sais pas s'il en existe une version intégrale quelque part, enfin moi je ne l'ai pas trouvé, mais on en a une version résumée dans les annales véridiques de Xuantong. Donc Xuantong étant, enfin c'est un bébé, donc, mais enfin, c'est le nom de règne des 3 dernières années des Qing, et les annales véridiques en question ne s'appellent pas Shelu, comme le reste de la dynastie, mais Xuantong Zhengqi. La raison étant évidemment qu'après la chute de la dynastie, il y avait les institutions qui compilaient les Shelu n'existaient plus. Donc on a compilé quelque chose qui ressemble à un Shelu, une compilation de documents donc, pour ces 3 dernières années. Et ceci est donc le Xuantong Zhengqi qui est publié d'ailleurs avec les Shelu, les chroniques véridiques ou annales véritables du reste de la dynastie. En tout cas, ce programme, donc tel qu'il est résumé dans cet édit dont je vous parle, ce programme énumérait les années en partant de 1908, désignées comme l'année 1. La promulgation des principes généraux d'autonomie locale, je viens de le dire, datait de janvier 1909. Mais en calendrier lunaire, on était encore dans l'année précédente, c'est-à-dire la 34e année de Guangxu. Donc ça, c'est l'année 1. Et le programme ensuite fait partir les opérations de l'année 2, c'est-à-dire, et il dit bien, Di Ernien, Di Sanien, etc., soit 1909. Et c'est dans les prévisions de l'année 3, 1910, que l'on trouve la mise en place des assemblées en question dans les villes sous-préfectorales et autres, ou même sans statut, mais des villes importantes, classées comme intermédiaires, par opposition à celles qui sont très prospères, qui devaient s'y mettre donc, à la création de ces assemblées dès l'année 2, donc dès 1909, ou alors à celles qui sont des coins perdus, des sous-préfectures ou des villes isolées, Pienpi, et là l'opération est reportée à l'année 4. Et il me semble clair que cette classification, donc une ville classée comme intermédiaire, coïncide tout à fait et probablement se réfère à celle des postes de magistrats que j'avais évoqués à un moment. Et nous avions bien vu que Hangzhou est un poste classé comme d'importance moyenne, un zhongxue. C'est sans doute pour avoir été dans le temps, donc avoir mené à bien son affaire dans l'année qui lui était dédiée, c'est-à-dire 1909, que Liu Duanfen est recommandé par le bureau provincial chargé de gérer les affaires d'autonomie locale
pour une récompense, c'est-à-dire pour une notation positive dans son dossier. Il ne manque jamais de signaler ces notations positives, et de même d'ailleurs, ça lui est arrivé une ou deux fois, les notations négatives. Liu Duanfen, je l'avais déjà noté, n'est pas, on ne peut pas le décrire comme un inconditionnel de l'autonomie locale. Il remarque à deux reprises qu'avec le développement des institutions d'autonomie locale, justement, certains conflits, en particulier ceux qui opposent des communautés d'irrigation, deviennent plus difficiles à arbitrer par l'administration, car ces décisions ne sont plus suivies d'effet. Les gens résistent. Et ils résistent aussi à toutes les surtaxes qui leur sont infligées pour financer la modernisation, surtaxes dont l'effet est d'alourdir considérablement le fardeau des gens les plus modestes et de créer beaucoup de problèmes pour les magistrats. Ces problèmes de financement, pour arriver à faire fonctionner les nouvelles institutions, sont constamment mentionnés dans le texte de Liu Duanfen. Et cela ne fait qu'illustrer une situation beaucoup plus générale. Mais alors qu'un auteur comme Adshead, dont j'ai cité la dernière fois le livre sur les nouvelles politiques au Sichuan, alors que cet auteur voit les choses au niveau provincial, à celui des décisions et des initiatives prises par les gouverneurs généraux, c'est le sujet de son livre, donc des gens qui manipulent des grandes masses financières, chez Liu Duanfen, comme nous allons le voir, ce sont les problèmes à la petite semaine dont il est question, la nécessité d'économiser surtout, de jongler avec les fonds, voire de faire appel à la philanthropie, et aussi, et pas peu, de négocier avec des contribuables mécontents. J'ai déjà signalé le fait que l'application des nouvelles politiques au niveau local n'était pas vraiment financée. Ou alors, elle l'était par divers stratagèmes revenant à taxer ou à surtaxer tout ce qui était possible de l'être. Liu Duanfen mentionne plusieurs cas où il a dû trouver des compromis pour éviter que telle ou telle profession fasse purement et simplement la grève de l'impôt. À Hangzhou, par exemple, il reçoit un jour, vers la fin de 1909, une requête présentée par une délégation de marchands ayant la responsabilité de verser au gouvernement un impôt sur les fourrures de lapin. Tupi Yuan. Et le bon employé pour toutes ces taxes et surtaxes est toujours Yuan, qui désigne, à strictement parler, une contribution volontaire, ou au mieux un impôt extraordinaire, mais accepté, et on n'utilise jamais le mot normal pour les taxes, c'est-à-dire shui, pour les taxes commerciales en tout cas. Quoi qu'il en soit, ces marchands veulent avoir moins à payer. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, la contribution en question est une modeste taxe de 2 pièces de cuivre ou de 2 sapèques par pot vendu, payable par les petits éleveurs qui produisent les fourrures et les vendent aux marchands en question, lesquels, je suppose, produisent les transforment en articles commercialisés sur le marché. Et ces marchands ne font en fait que centraliser ou prendre à leur charge, et le terme est bao, un terme très important que j'ai oublié de mettre sur la feuille d'ailleurs, et qui désigne justement une sorte d'affermage des impôts, si vous voulez, et de beaucoup d'autres fonctions. C'est vraiment un des termes clés de la fiscalité, disons, informelle en Chine. Donc ces marchands ne font que centraliser ou prendre à leur charge le produit de cette taxe à la production pour le reverser au gouvernement local. Et c'est pour ça que je parle d'une sorte d'affermage. Ils sont tenus de verser un montant fixe de 1000 ligatures par an. Une ligature contenant en principe 1000 pièces de cuivre. Ces pelages de lapin, nous dit Liu Duanfen, sont des pelages blancs. Ils sont de couleur blanche et c'est une spécialité locale de Hangzhou. Et l'élevage des lapins, il le précise, est une activité d'appoint qui aide les paysans pauvres à survivre. Donc vous voyez, nous sommes vraiment loin des grandes idées des nouvelles politiques. Et il faut croire que le marché était porteur, car si vous faites un petit calcul, à 2 sapèques la peau, un quota de 1000 ligatures, donc théoriquement 1 million de sapèques, impliquerait une production annuelle de 500 000 peaux de lapins, ce qui n'est quand même pas rien. Et à quoi sert cette taxe? Liu Duanfen nous dit qu'elle a été instituée par son prédécesseur, avec l'autorisation du gouvernement provincial, bien sûr, car un magistrat n'était pas habilité à créer de nouveaux impôts de sa propre autorité, et qu'elle sert à financer une branche du Bureau de développement économique, donc du Tuanyi Fensuo, un Tuanyi Fensuo, qu'on pourrait aussi traduire par bureau local pour le développement économique. Ce à quoi servait exactement ce bureau, ce qu'il faisait à Hangzhou, nous ne pouvons pas le savoir, mais ce qui est à peu près certain, c'est qu'il était en liaison, il travaillait en liaison avec l'intendant en charge du développement économique,
donc le Chuanye Dao, qui à cette époque n'était autre que Zhou Shanpei, dont j'ai déjà plusieurs fois parlé. L'intendant en question avait pour mission d'encourager, c'est le sens du mot Chuan, toutes les activités productives, donc tous les métiers, tous les yé, l'industrie, le commerce, l'agriculture, sur tout le territoire de la province. Voilà donc un exemple typique d'une institution des nouvelles politiques, donc un bureau d'encouragement, enfin de développement économique, dont une des branches implantées localement était financée par une surtaxe locale frappant des gens qui n'en voyaient certainement pas l'utilité pour eux-mêmes. Le problème, en l'occurrence, c'était, dans cette affaire particulière, c'était qu'à en croire les commerçants qui avaient en quelque sorte la ferme de cet impôt, comme je viens de le dire, les gens misérables qui produisaient ces fameuses fourrures allaient les vendre dans les sous-préfectures voisines pour ne pas avoir à payer de taxes, justement. Et de ce fait, les marchands n'arrivaient pas à remplir le quota de 1000 ligatures par an auquel ils s'étaient engagés. Et comme le bureau de développement a absolument besoin que ces frais de fonctionnement soient couverts, Liu Duanfen accepte de réduire ce quota à 400 ligatures par an. Et du coup, d'après lui, les producteurs reviennent vendre leurs fourrures aux marchands de Hanzhou. Pourquoi? Ce n'est pas tout à fait clair, mais l'explication est très probablement que, ayant moins à verser au gouvernement, les marchands demandent aux producteurs une somme inférieure aux 2 sapèques par peau ou par fourrure, qui était en principe le tarif, et qui poussait les producteurs à aller vendre leurs produits ailleurs. Liu Duanfen fait au passage allusion à d'autres de ses contributions instituées à l'époque des nouvelles politiques. Il parle par exemple des difficultés soulevées par l'application des nouvelles réglementations visant à rendre le monopole du sel au Sichuan encore plus rentable, il était déjà beaucoup, réglementations qui sont d'une grande complexité et sur lesquelles je ne m'attarde pas. C'est assez bien expliqué dans l'ouvrage de Hadshead. Il mentionne aussi les protestations et même les violences auxquelles a donné lieu l'application d'une nouvelle taxe sur les transports de grains, une sorte de taxe de transit sur les transports de grains, dans 3 localités de Hanzhou où il y a une circulation fluviale, enfin de transport, donc intense tout au long de l'année et donc intéressante à taxer, et où la gestion des stations où sont perçus ces droits est confiée à des notables locaux. Et là encore, pour rendre la chose acceptable, après quelques incidents graves sous son prédécesseur, Liu doit négocier des conditions limitant l'application de cette taxe et surtout en dispensant les petites gens qui circulent avec des faibles quantités de grains, par opposition aux commerçants qui sont effectivement des exportateurs. Et il nous parle encore d'une taxe sur les porcs, sur la viande de porc, Zhuotuan, probablement en fait sur l'abattage des porcs, dont nous savons qu'elle avait été créée par le gouverneur général du Sichuan en 1902 ou 1903, dont nous savons aussi qu'elle rapportait des sommes tout à fait substantielles et dont nous savons enfin qu'elle était extrêmement impopulaire. Dans ce cas particulier, le personnage qui, là encore, a la ferme de cette taxe à Hanzhou est accusé d'en détourner une partie par un individu apparemment assez excité, dont les motivations ne sont d'ailleurs pas révélées, et qui s'acharne à porter plainte et à faire appel, bien que la chambre de commerce locale, et ça c'est un petit détail intéressant, sur le rôle nouveau de ces chambres, plutôt sur le rôle de ces nouvelles chambres de commerce, bien que la chambre de commerce locale ait établi qu'en fait, il n'y avait aucun déficit à déplorer. Et Liu Duanfen finit par régler l'affaire, mais au passage, il s'arrange quand même pour prélever une donation qu'il destine à une autre de ces entités associées aux nouvelles politiques. Et cette fois, il s'agit d'une branche locale de l'association anti-opium, donc appelée Tieyen Fenhui. Tieyen signifiant littéralement pour encourager l'abstention. Le mot Tieyen, s'arrêter de fumer l'opium, est toujours utilisé aujourd'hui pour s'arrêter de fumer du tabac. L'opium, justement. Comme je l'ai déjà mentionné, le gouvernement des Qing a décidé en 1906 de s'engager dans un processus de désopiumisation, si vous me passez le mot, de la Chine. C'est-à-dire, premièrement, de sevrer progressivement la population chinoise, deuxièmement, tout aussi progressivement, de mettre un terme à la culture du pavot en Chine, laquelle avait pris une extension considérable dans certaines provinces, le Sichuan battant tous les records, et troisièmement, d'obtenir des Anglais qu'ils mettent fin aux importations d'opium indien. Cette décision de la Cour était d'autant plus remarquable qu'elle intervenait après un demi-siècle de croissance spectaculaire, aussi bien de la consommation de l'opium dans toutes les couches de la société que de la production nationale, par opposition à l'opium d'importation.
Tout cela depuis que le commerce de l'opium avait été légalisé par les traités de 1860 et que sa taxation rapportait gros à l'État impérial. Je n'entre pas dans les détails et je renvoie ceux que la question intéresserait à mon cours du 22 mars 2006, que j'avais entièrement consacré à cette question de l'opium, cours dont le texte est disponible en ligne. Et à l'époque, en fait, je m'intéressais à l'opium au Shanxi, considéré comme premier producteur d'opium en Chine du Nord. Et je m'y intéressais concernant l'époque républicaine. Quoi qu'il en soit, ce qui nous concerne ici, c'est que la décision prise par la Cour en 1906 et précisée dans divers décrets d'application pendant les mois suivants, rencontrait un authentique mouvement d'opinion. Un mouvement aux yeux duquel les progrès foudroyants de la consommation domestique, de la consommation en Chine, mettaient en danger la survie même du pays et quasiment de la civilisation chinoise. Et pour qui continuer à tacitement encourager et continuer à taxer la production et la consommation de drogue était incompatible avec les ambitions et les idéaux des nouvelles politiques et du mouvement constitutionnaliste. Et c'était dit explicitement dans de nombreux textes. C'était, si vous voulez, pour une bonne part, une question de respectabilité internationale. Ce qui a été décidé, donc, pour essayer de formuler les choses de façon simple, c'était d'une part de réduire la production locale dans toutes les provinces de Chine de 10% par an, jusqu'à arrêt total au bout de 10 ans. D'autre part, de signer avec l'Angleterre un traité l'obligeant à diminuer ses importations d'opium venu d'Inde, également de 10% par an, avec une procédure de contrôle qui garantissait la réalité de l'effort chinois, c'est-à-dire que les Anglais s'exécutaient seulement si c'était sûr que les Chinois le faisaient de leur côté. Et enfin, et en effet, il y a eu des missions un peu partout d'inspection dans les provinces. Et enfin, on a entrepris d'encadrer étroitement la commercialisation et la distribution de l'opium, tout en les taxant très lourdement, beaucoup plus qu'avant, et en même temps, donc de faire monter les prix, et en même temps de mettre en place diverses institutions et diverses procédures pour obliger les toxicomanes à s'en sortir. Or, ces effets pour libérer la Chine de l'opium ont été poursuivis avec beaucoup de constance pendant une dizaine d'années, avant d'être réduits à néant lorsque le pays a été livré aux seigneurs de la guerre à partir de 1916. Et ils ont rencontré des succès parfois spectaculaires. Le discours dominant dans les milieux réformateurs à la fin des Qing affirmait qu'à terme, la disparition de l'opium en Chine libérerait les forces productives et aiderait tout à la fois l'économie à se développer et l'État à accroître ses revenus. Peut-être, mais dans l'immédiat, les pertes fiscales qu'allait inévitablement entraîner la diminution progressive de la production et de la consommation posaient d'autant plus de problèmes que les divers impôts frappant l'opium étaient extrêmement rentables et qu'ils contribuaient pour une part non négligeable à financer justement les nouvelles politiques. La solution imaginée est mise en œuvre dans un certain nombre de régions à partir de 1909, dont apparemment le Sichuan, consistait à créer un monopole d'État sur la distribution de l'opium, qui rapporterait gros, même si ce revenu était destiné à terme à diminuer puis à disparaître. Désormais, donc, le seul opium légal en Chine serait l'opium d'État, c'est appelé guangao, ou si vous voulez, l'opium du monopole. Et c'était en fait une méthode qui était pratiquée avec beaucoup d'efficacité et de rentabilité dans plusieurs autres pays d'Extrême-Orient, notamment à Taïwan sous les Japonais. C'est ce qu'on voit, Taïwan sous occupation japonaise, c'est ce qu'on voit au Sichuan. Et au Sichuan, les efforts que je viens de mentionner étaient d'autant plus méritoires que la province, nous l'avons vu, était devenue pendant la seconde moitié du XIXe siècle à la fois le plus gros producteur et le plus gros exportateur et le plus gros consommateur d'opium en Chine. Et que les revenus qu'en tirait le gouvernement provincial, en taxant le transport et en taxant en plus les exportations, étaient considérables. Une partie des entreprises de modernisation liées aux nouvelles politiques étaient en fait financées par les revenus de l'opium. Le gouvernement central tentait d'ailleurs de s'approprier une part aussi élevée que possible de ces revenus du Sichuan pour ses propres programmes, fût-ce au risque de faire monter encore la taxation et de susciter des troubles en surtaxant la communauté sichuanaise des producteurs, des distributeurs et des consommateurs d'opium,
et en quelque sorte en déséquilibrant tout le système. Et en effet, il y a eu des émeutes assez sérieuses au Sichuan en 1907, par exemple, pour cette raison. Les autorités de la province ont, jusqu'à un certain point, réussi à résister à ces tentatives donc, du gouvernement central pour mettre la main sur la plus grande part possible de la fiscalité basée sur l'opium et à protéger leur turf. Et comme on peut l'imaginer, la campagne de suppression édictée en septembre 1906 n'a pas été une bonne nouvelle pour elles, pour les autorités du Sichuan, et elles ne se sont résignées à jouer le jeu qu'après qu'il soit devenu clair que c'était du sérieux. Et de fait, les efforts consentis pendant ces années ont connu des succès d'abord variables, mais ensuite, au Sichuan je veux dire, mais ensuite assez spectaculaires pendant les années qui nous concernent. Après quelques ratés, le gouverneur général Chao Er-sun, entré en fonction à Chengdu en juin 1908, qui était un véritable militant des réformes décrétées par le trône, a finalement réussi à quasiment éradiquer la production d'opium au Sichuan. Et la production était bien le maillon essentiel qui nourrissait le commerce, la consommation, etc. Et ceci au terme d'une campagne menée avec une énergie, un sens de l'organisation et de la mobilisation populaire assez remarquable. Les inspecteurs anglais qui sont passés dans la région en 1911, conformément donc à ces accords auxquels j'ai fait allusion, selon lesquels l'arrêt des importations britanniques était subordonné à celui de la production en Chine, les inspecteurs anglais donc semblent avoir été extrêmement impressionnés. Et enfin, Adshead, donc l'auteur de cet ouvrage sur le Sichuan dans la première décennie du XXe siècle, qui est un auteur en général plutôt porté au scepticisme et à l'ironie, n'hésite pas à parler de révolution tranquille et de grande victoire. Mais il souligne aussi qu'en bouleversant la structure fiscale et l'économie de la province, Chao Er-sun a certes répondu aux attentes de la cour, mais il a pris de grands risques. Et en fait, Adshead n'hésite pas à écrire que la campagne de suppression de l'opium a ouvert la voie à la révolution de 1911 au Sichuan. Quoi qu'il en soit, nous avons de tout cela et de toutes les complications causées au niveau local quelques reflets certainement très limités, mais pas moins intéressants, dans les souvenirs de Liu Duanfen. Nous avons rencontré tout à l'heure la mention en passant de la branche locale d'une de ces associations prohibitionnistes qui ont fleuri en Chine après 1906 et qui relevaient d'abord de la philanthropie, du secteur privé. Beaucoup plus explicite à ce sujet est un autre passage dans lequel Liu évoque de façon très concrète les efforts, dont il n'est d'ailleurs guère question dans le compte-rendu par ailleurs très concret sur toutes ces affaires d'opium proposées par Adshead, les efforts donc pour aider les opiomanes à se défaire de leur addiction. Et cette entrée de l'autobiographie de Liu Duanfen est datée du 14 décembre 1909 et elle est consacrée précisément à la mise en place de cette branche locale de l'association anti-opium du Sichuan. Et Liu en parle avec quelques détails. Comme il le dit d'emblée, depuis l'interdiction de cultiver le pavot, édictée par Chao Er-sun, comme je viens de le rappeler, et en 1909 réédictée, ou plutôt réitérée avec une urgence particulière, et c'est bien après l'hiver 1909-1910 qu'il n'y aura quasiment plus d'opium de pavot cultivé au Sichuan. Donc, depuis l'interdiction de cultiver le pavot, le prix de l'opium ne cesse d'augmenter et les pauvres ont de plus en plus de mal à satisfaire leurs besoins de fumée. Et vous remarquerez au passage que Liu fait bien ici allusion à une consommation de masse, une consommation populaire, et pas du tout à un loisir pour gens ayant les moyens de s'offrir des fumettes. Les plus intrépides, dit-il, n'hésitent pas à prendre des risques, il ne précise pas lesquels, mais même les plus timides se trouvent poussés à entrer dans l'illégalité. D'où, ajoute-t-il, l'importance d'une structure adéquate pour aider à s'en sortir ces gens qui se mettent ainsi eux-mêmes en danger de devenir des éléments antisociaux, poussés donc par leurs besoins, par leur addiction. Et de façon intéressante, mais pas entièrement nouvelle en fait, car on en parlait déjà au moment des débats sur l'opium dans les années 1830, avant la première guerre de l'opium, de façon intéressante, malgré tout, l'approche préconisée est d'abord une approche médicale. Liu Duanfen réserve à l'association anti-opium un local mitoyen de ses bureaux, un bâtiment construit par son prédécesseur et qui était à l'origine réservé aux interrogatoires, peut-être une salle de torture quasiment,
et il convainc un notable local d'avancer les fonds nécessaires pour faire fonctionner ce qui ressemble fort à une pharmacie où l'on concoctera les remèdes supposés soigner les toxicomanes. Nous n'avons malheureusement pas la moindre idée de ce en quoi consistaient les remèdes en question. Mieux, il demande à l'intendant responsable d'une institution désignée comme un institut de formation pour combattre l'addiction, un Tieyen Chuan Xisuo, qui est manifestement localisé à Chengdu et donc qui intéresse toute la province. Il demande donc aux responsables de cet institut d'envoyer à Hangzhou un médecin que cet institut aurait donc diplômé. La branche de l'association commence ses activités une dizaine de jours plus tard et, comme on peut le voir, elle mobilise des équipes qui prennent en charge en principe une soixantaine de personnes par session, on pourrait dire par stage, à raison de 4 sessions par mois. Autrement dit, 240 personnes en tout sont traitées ou sont prises en charge chaque mois. Les frais de fonctionnement de l'institution, les salaires des employés, les ingrédients pour fabriquer les médicaments, seront prélevés, comme il est naturel après tout, sur les bénéfices du bureau du monopole de l'opium, donc du Guangaochu, la branche locale de Hangzhou, manifestement, autrement dit, de l'institution prenant désormais en charge la commercialisation de l'opium pour le compte de l'État, en attendant, bien sûr, qu'elle n'ait plus de raison d'être au bout de la période de 10 ans dont j'ai parlé. Aucun paiement, en revanche, n'est demandé à ceux qui viennent se faire soigner. Liu Duanfen nous dit encore qu'une succursale a été ouverte l'année suivante, en 1910, dans un des cantons de Hangzhou, capable de traiter une trentaine de personnes par session. Et il en parle, c'est le détail intéressant, il en parle comme d'une initiative locale, ne venant pas de lui. Ce qui peut suggérer qu'il y avait en effet un certain degré d'adhésion populaire à la campagne, ou d'adhésion de l'opinion en tout cas, à la campagne contre l'opiomanie initiée par le gouvernement central. Et il ajoute encore qu'il a sélectionné des militants pour les envoyer se faire former à Chengdu, dans cet institut dont j'ai parlé, avec pour objectif de leur confier l'ouverture de 5 nouveaux centres, qui sont appelés cette fois des Tieyen Fenshe. Et le mot che implique vraiment quelque chose de très villageois, de très local. 5 nouveaux centres, donc, sur le territoire de Hangzhou, lorsqu'ils sont revenus après leur formation. Toutes ces activités, comprend-on, ont fonctionné jusqu'au début d'août 1910. Et c'est en tout cas à cette date que Liu Duanfen cite un rapport établi par le notable qu'il avait chargé de gérer toute cette affaire. Et ce rapport final donc, fait état d'un total de plus de 700 personnes soignées dans les diverses branches réparties sur le territoire de Hangzhou et de 1788 patients soignés par la branche principale, donc celle qui se trouve à côté des bureaux de la sous-préfecture. Et Liu emploie bien le mot « tieduan », qui signifie explicitement que ces gens ont été définitivement guéris de leur addiction. Donc une méthode d'une efficacité absolument extraordinaire, dont malheureusement nous ne connaissons pas le contenu pharmaceutique. J'ajoute aussi que les chiffres ne collent pas vraiment, parce que si vous calculez en fonction des nombres de mois qu'ils donnent et du quota théorique de 140 personnes traitées par mois, ça ferait un chiffre nettement moindre. Donc il faut croire qu'il y avait... En fait, ces 240 n'étaient qu'une sorte de quota, mais qu'il y avait beaucoup plus de personnes dont on s'occupait. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Je n'ai pas pour le moment trouvé plus de précisions sur ces institutions vouées à guérir les opiomanes du Sichuan. Le fait qu'il soit question d'une association, donc d'une hui, implique un statut civil ou au mieux semi-public, relevant plutôt de la philanthropie. Mais il est clair que cette association travaillait sous la houlette des autorités de la province, qui en avait peut-être suscité elle-même l'existence, qu'il s'agissait bien d'une de ces entités chargées de relayer les nouveaux principes et les transformations décidées en haut lieu. De même, l'Institut de formation médicale dont j'ai parlé, qui se trouvait donc à Chengdu, était de toute évidence, c'est même dit explicitement, placé sous l'autorité d'un intendant, d'un Tao, donc d'un fonctionnaire. Nous venons d'ailleurs de voir qu'à Hangzhou, c'est le magistrat, c'est Liu Duanfen, qui suscite la création d'une branche locale, qui lui fournit des locaux, qui fixe ses procédures et les fait approuver, et qui paye les frais de fonctionnement sur des fonds de l'État. Cela dit, Liu Duanfen nous parle aussi d'institutions qu'il a eu l'occasion de créer à Hangzhou et à Qintang, et qui, elles, font partie intégrante du dispositif institutionnel des nouvelles politiques. Et cela confirme qu'à l'extrême fin de la période, au moins, les relais commençaient
à se mettre en place dans les sous-préfectures du Sichuan, même si l'on restait très loin de la densité en nouvelles institutions dont bénéficiait la capitale, dont bénéficiait Chengdu. Je voudrais donner trois exemples, pour terminer, trois exemples de ce dispositif institutionnel. D'abord, les écoles modernes, ensuite les centres d'apprentissage pour déshérités, et enfin la police. Lorsque j'avais évoqué les débuts de la carrière de Liu Duanfen en tant que fonctionnaire d'éducation dans sa province natale du Guizhou, j'avais mentionné le fait qu'il s'était trouvé tout de suite impliqué dans le développement de ce qu'on est convenu d'appeler l'enseignement moderne, entre guillemets, c'est-à-dire un enseignement incluant un certain nombre de matières dites occidentales, toujours entre guillemets, qu'il s'agisse des sciences, de l'histoire et de la géographie, des langues étrangères, etc. Liu avait été envoyé en mission au Hubei pour se renseigner, en mission d'étude en quelque sorte, ou d'enquête, et bien qu'il ne le précise pas, pour ses lecteurs, il était certainement tout à fait clair que Wuhan, la capitale du Hubei, où officier Zhang Zhedong, dont j'ai parlé, l'un des papes des réformes de la fin des Qing, était en effet l'un des hauts lieux de la réforme de l'éducation à la fin des Qing. En 1905, semble-t-il, Liu avait été placé il n'a pas la date exacte, avait été placé à la tête d'une de ces écoles modernes, appelées génériquement des Xuetang, et il expliquait qu'il avait consacré une bonne partie de son énergie et la plus grande partie de ses moyens, de son salaire, à acquérir des livres pour les étudiants. Il parle plus précisément d'acquérir des manuels, des tiaokeshu. Et ce terme lui-même, qui est un emprunt au japonais, est intéressant car nous savons qu'à l'époque des réformes, les ouvrages en question étaient pratiquement tous des traductions de manuels scolaires japonais, dans le domaine des sciences en particulier. L'un des grands problèmes des écoles modernes en Chine, en effet, lorsqu'elles ont commencé à se multiplier sérieusement à partir de 1901 et qu'elles ont en fait rapidement acquis leur pleine légitimité dans le paysage éducatif chinois, l'un des grands problèmes, c'est qu'il n'y avait ni enseignants qualifiés dans les nouvelles matières, ni manuels pour les enseigner aux élèves. Pour pallier donc cette aporie, certains avaient constitué, et là le nom important, c'est que je n'ai pas mis sur la liste d'ailleurs, parce que ça me vient à l'esprit à l'instant, c'est Luo Zhenyu, qui deviendra par la suite un savant important. Donc certains avaient constitué, dès les dernières années du XIXe siècle, des équipes de traducteurs chinois et avec des aides japonais, dont certaines travaillaient à Shanghai et d'autres travaillaient au Japon, parmi la population étudiante, disons, des étudiants chinois au Japon, donc des équipes de traducteurs qui avaient produit une grande quantité d'ouvrages au fil des ans. Tout cela pour vous dire que pendant ces années comme magistrat, Liu Duanfen était à l'évidence très au fait des problèmes de modernisation de l'enseignement. Qu'en dit-il dans ses souvenirs? Le premier chapitre, quand Liu est stagiaire au bureau judiciaire de la province, fait allusion à deux affaires qu'il a dû régler judiciairement, des disputes impliquant l'une un enseignant d'une école dans une sous-préfecture du Sichuan, apparemment quelqu'un de très excité, qui se trouve en conflit violent avec le magistrat local pour une raison qui reste malheureusement assez vague. Et l'autre affaire, c'est un membre d'une société d'éducation, une Tiaoyu Hui, et ce mot Tiaoyu est encore un emprunt, un terme d'origine japonaise, un membre d'une société d'éducation, donc, accusant diverses personnes d'obstruction à l'éducation, justement, apparemment sans raison très sérieuse. Le seul détail intéressant dans cette dernière affaire, c'est que le problème était le refus, réel ou supposé, des habitants d'une certaine unité administrative de remettre les fonds qu'ils devaient verser à la société d'éducation en question, et je suppose à l'école qu'elle gérait. Autrement dit, nous aurions là une allusion à ce qui était en effet un des grands problèmes des écoles modernes de la fin des Qing, à savoir l'hostilité des gens qui devaient contribuer à leur financement sans en retirer le moindre avantage. Cela dit, le principal passage intéressant, les écoles modernes dans le Huanshu Jiyue, concerne la création d'une école secondaire à Hangzhou. Dans le système institué au début des nouvelles politiques et précisé par un édit du début 1904, directement inspiré, là encore, du modèle japonais, dans ce système, donc, les nouvelles écoles, les Xuetang,
devaient se répartir suivant une hiérarchie un peu compliquée qui incluait du bas en haut, et que je vous ai reproduite sur la feuille, qui impliquait des écoles primaires élémentaires, Chudeng Xiaoxue, qui avec des élèves de 7 à 12 ans, des écoles primaires supérieures, Gaodeng, Xiaoxue Tong, ou appelé aussi en abrégé Gaoxiao, et j'ai mis un certain temps à comprendre ce que c'était que c'est Gaoxiao, donc des écoles primaires supérieures enseignant des élèves de 12 à 16 ans, les écoles secondaires, donc Zhongxue Tang, pour des étudiants de 16 à 21 ans, et enfin des écoles supérieures, Gaodeng Xuetang, pour des étudiants de 21 à 24 ans. Et au-dessus, les universités. Le sommet de la pyramide était occupé par le Collège impérial de Pékin, la future université de Pékin, dont je parlerai assez longuement, probablement la fois prochaine, à propos de l'autobiographie de Li Yizhe ayant été étudiant au Collège impérial de 1904 à 1908. Dans ce nouveau système, toutes les sous-préfectures étaient supposées se doter d'une école primaire supérieure, donc plus ou moins l'équivalent de notre collège en termes d'âge, et toutes les préfectures devaient avoir une école secondaire, donc plus ou moins l'équivalent d'un lycée. Hangzhou possède bien une école primaire supérieure, mais Liu Duanfen a décidé d'y ajouter une école secondaire. On a souvent souligné que le développement rapide des écoles modernes après 1906, au Sichuan, comme ailleurs en Chine, résultait pour une bonne part de l'implication des notables locaux pour qui l'éducation moderne était devenue un moyen de légitimation et un moyen de faire carrière, à présent que l'ancien système des examens n'existait plus. Du coup, leur investissement personnel, parfois même leur investissement financier, aurait en quelque sorte doublé l'impulsion donnée par les fonctionnaires locaux. Et dans le cas présent, d'après Liu Duanfen, son projet d'école secondaire répondait effectivement à une demande des notables locaux, lesquels lui auraient fait savoir ou lui auraient fait valoir que les diplômés de l'école primaire supérieure, donc les élèves qui avaient terminé leur cursus dans le Kaoxia, n'avaient pas les moyens, étaient trop pauvres, n'avaient pas les moyens financiers d'aller continuer leurs études secondaires, cette fois-ci ailleurs. Cette nouvelle école secondaire qu'il entreprend donc de mettre sur pied au début de 1910 n'est au départ qu'une modeste annexe de l'école primaire supérieure, donc du collège, qui existe déjà. Liu Duanfen fait aménager 2 vastes salles, une pour faire la classe et une comme dortoir, sur un bout de terrain qui appartient donc à l'école déjà existante pour un coût non négligeable de 500 taels. La seule nouveauté en termes de corps professoral, ce sont 2 professeurs de langue, un d'anglais et un de chinois, donc de langue nationale, de Guowen. 2 professeurs dont les salaires lui coûtent environ 600 taels par an. Pour le reste, aussi bien le directeur que les professeurs chargés de la géographie, de l'histoire chinoise et occidentale, du dessin, de la morale, des mathématiques, des sciences naturelles et de la gymnastique, et je le cite dans le même ordre que Liu Duanfen, c'est le personnel de l'école primaire supérieure qui en est chargé en double service en quelque sorte, avec de nouveau des indemnités de transport, mais sans salaire supplémentaire. On voudrait évidemment en savoir plus sur ces professeurs qui enseignent des matières nouvelles, par opposition à l'enseignement traditionnel basé sur la mémorisation des classiques, qui faisait d'ailleurs partie du curriculum des Xuetang, dans la mesure où la Cour avait veillé à ce qu'une partie significative des horaires de classe soit consacrée aux matières traditionnelles. Donc on voudrait en savoir plus sur ces professeurs. D'où venaient-ils? Comment avaient-ils formés? Que savaient-ils exactement? Par exemple, qui enseignait l'anglais? Était-ce un professeur japonais, comme dans l'école que fréquentait un peu plus tôt Li Yizhe au Shanxi? Quel manuel utilisait-on et quel genre de littérature les élèves, à quel genre de littérature les élèves avaient-ils accès pour s'initier au monde extérieur, etc., etc. Et à vrai dire, tout cela reste terriblement abstrait dans le cas présent. Et pour se faire une idée un tant soit peu vivante de la réalité des écoles nouvelles à la fin des Qing, de ce que les enfants y apprenaient ou n'y apprenaient pas, il faut se tourner vers un genre d'autobiographie totalement différent, vers des textes dont les auteurs racontent justement leurs souvenirs d'enfance. Il y a donc celle de Li Yizhe, dont je reparlerai, mais il y en a une autre qui a en outre l'avantage de se passer au Sichuan, et c'est celle de Guo Mozhou,
le célèbre homme de lettres, érudit et turiféraire de Mao Zedong, né en 1892 près de Tiading, au Sichuan. Et Tiading, vous pouvez voir, au Sichuan est un peu en aval de Chengdu, et vous pouvez voir Tiading sur la carte de haut, je crois, que je vous ai reproduite de nouveau, non, celle du bas. Tiading, donc, la préfecture de Tiading se trouve à peut-être une cinquantaine de kilomètres, non, 70 kilomètres, disons, à peu près au sud de Chengdu. Donc, et Gomojo a fait une partie de ses études primaires supérieures, justement, à Tiading. Or, Gomojo donc, a écrit une autobiographie, et la première partie qui concerne son enfance et sa petite adolescence, disons, existe dans une excellente traduction française de Pierre Rickmans, sous le titre « Mes années d'enfance ». Les souvenirs d'école de Gomojo, ses lectures, ses maîtres, je ne parle même pas de ses aventures en dehors de l'école, qui sont nombreuses et très, très pittoresques. Donc les souvenirs d'école de Gomojo, ses maîtres, ses lectures, la culture avancée, comme il dit, qui arrivait de Chengdu, sous forme de livres et de magazines, et tout cela forme un ensemble, à vrai dire, assez réjouissant et dans le récit de Gomojo, plein d'ironie. En tout cas, Gomojo nous donne à voir au premier degré les incroyables difficultés qui assaillaient la mise en place d'un enseignement nouveau dans la Chine profonde, donc ici dans celle du Sichuan. Mais je ne peux pas m'attarder là-dessus, et aussi bien nous aurons un aperçu de ce genre de choses en abordant les souvenirs de Li Zhe, et je reviens donc aux considérations nettement plus austères de Liu Duanfen, lequel Liu Duanfen nous explique encore que le budget de fonctionnement de sa nouvelle école secondaire, qui se monte à 1 millier et quelques centaines de taels par an, est abondé par une nouvelle surtaxe, cette fois-ci sur les contrats. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr de ce dont il s'agit exactement et que pour le moment, je n'ai trouvé nulle part l'explication du terme dont use Liu Duanfen, à savoir le terme qidi. Le mot qi est un contrat, et di, qui signifie normalement la base ou un brouillon, une ébauche. Je ne vois pas très bien ce que ça signifie ici, mais c'est un terme qu'on rencontre effectivement dans ce genre d'emploi, mais qu'aucun dictionnaire pour le moment n'a essayé d'expliquer. La seule chose qui semble à peu près sûre, c'est qu'il s'agit d'une taxation donc sur les contrats visés par l'administration, par opposition aux contrats purement privés, donc sanctionnés par l'administration et connus d'elle par conséquent, et d'une taxation qui s'opère, semble-t-il, au prorata de la valeur des transactions sur lesquelles portent les contrats. Et Liu Duanfen parle ici d'opérer donc, pour financer son école, une ponction supplémentaire. Et juste après, lorsqu'il s'agira cette fois de trouver un financement pour une école normale, il obtiendra l'autorisation d'augmenter encore le prélèvement sur cette taxation donc, sur les contrats. Cette école normale, donc ce Shefan Xuetang, Liu Duanfen il semble qu'elle existait déjà, c'est pas lui qui l'a créée, et il n'en dit pas grand-chose, en dehors du fait qu'elle est attachée à la zone centrale au Zhongqu de Hanzhou, donc il fait allusion à ces divisions territoriales, ces Chu, ces zones d'autogouvernement, si vous voulez, ces divisions créées dans le cadre des réformes d'autonomie locale dont j'avais parlé, et ici il s'agit manifestement donc, de la zone centrale, Zhongqu, qui correspond à la ville sous-préfectorale de Hanzhou. Mais surtout, Liu Duanfen explique que c'est le préfet de Chengdu qui lui a ordonné de trouver un financement. La situation est donc très différente de celle de l'école secondaire. Et en effet, Liu Duanfen insiste bien sur le fait que cette dernière a été mise sur pied de sa propre initiative en réponse à une demande des notables locaux et parce que le devoir d'un magistrat, c'est d'encourager l'éducation. D'ailleurs, quand tout était prêt, il a demandé à l'administration provinciale l'autorisation d'ouvrir, ou plus précisément, il a demandé que l'école et ses principes de fonctionnement, ses règlements de fonctionnement et de financement soient enregistrés au niveau de la province. Et le terme est li'an, qui signifie littéralement constituer un dossier, autrement dit régulariser auprès du gouvernement central. Et toutes les initiatives de Liu Duanfen, c'est la même chose. Il dit qu'il a li'an et ça devient officiel et opératoire à partir du moment où il a reçu un PI, c'est-à-dire une réponse positive à sa demande d'enregistrement. Et c'est seulement quand l'autorisation est arrivée qu'il a inauguré les lieux et composé un duelien, donc un texte en deux parties, pour décorer l'entrée du bâtiment.
Par contraste, la demande de financement de l'école normale est un ordre venu d'en haut. Les notables que Liu Duanfen réunit pour en discuter disent que Hanzhou n'a plus les moyens et ne veulent pas en entendre parler. Mais finalement, on se décide à réclamer cette nouvelle surtaxe sur les contrats. On ajouterait dans ce cas 5 sapèques de ce qu'il appelle di tien, donc de l'argent de ce di, dont je vous ai dit que je ne savais pas exactement ce que c'était. Peut-être une... je ne sais pas. En tout cas, c'est une taxe, et c'est bien précisé dans le texte, qui touche les riches et qui a un assez bon rendement. Et malgré cela, Liu Duanfen est obligé de réclamer plusieurs fois avant de recevoir l'autorisation en bonne et due forme de la province, avec la réserve que cela ne pourra pas servir de précédent. Tout cela se passe donc dans un contexte financier extrêmement tendu, dans lequel il faut arriver à fonctionner avec ce qu'on peut bien appeler des bouts de ficelle fiscaux, des surcharges s'ajoutant à d'autres surcharges, dont il faut être bien sûr qu'elles ne vont pas provoquer des mécontentements et des blocages, si ce n'est des émeutes. C'est aussi une économie de la pauvreté, avec des maîtres dont on double le travail mais sans les payer plus, ce qui ne semble pas poser d'autres problèmes dans ce cas précis, et dans un cadre qu'on peut imaginer on ne peut plus austère. C'est un peu la même chose avec les autres réalisations dont parle Liu Duanfen, comme par exemple le centre d'apprentissage pour petits délinquants qu'il met en place également à Hanzhou à la fin de 1909. Là, Liu pouvait incontestablement se prévaloir d'une solide expérience, puisque un an plus tôt, il avait réformé et administré le centre de rééducation par le travail de Chengdu, dont j'ai précédemment parlé. Le plus intéressant, sans doute, c'est que c'est cette idée totalement neuve en Chine de rendre productifs et resocialiser des éléments qui, dans le système judiciaire traditionnel, étaient simplement châtiés, battus, plus ou moins lourdement et plus ou moins brutalement, en fonction des forfaits qu'ils avaient commis. L'humanisation du système pénal chinois, je l'ai déjà noté, avec pour objectif de le rapprocher des systèmes étrangers, japonais notamment, et donc de le rendre acceptable internationalement. Cette humanisation, très relative, mais malgré tout, a été un aspect important des nouvelles politiques et l'un des aspects où les avancées ont été les plus rapides. Dans le cas présent, Liu invoque dûment les directives ministérielles qui recommandent l'ouverture de centres de travail ou d'ateliers, et le terme est gongchang, qui signifie aussi usine, enfin atelier ou tout ce que vous voudrez, et il souligne que les personnages concernés sont en majorité des primo-délinquants, des gens qui ont volé quelques vêtements ou de la nourriture, moins par misère que parce que ce sont des vagabonds sans métier et qu'ils se servent comme ils peuvent pour répondre à leurs envies. Il s'agit donc de trouver une méthode pour protéger ces gens contre de futures tentations. Et ce que fait Liu ici, c'est de convertir un atelier pour mendiants qui avait été précédemment établi avec une contribution offerte par un notable et de le transformer donc en un atelier pour éduquer et nourrir, un Tiaoyang Gongchang. Et l'on notera ce terme éduquer et nourrir, Tiaoyang, qui renvoie aux plus nobles missions des fonctionnaires locaux en Chine, telles qu'elles sont prescrites dans les textes classiques. Il n'est pas question de nouvelles ponctions fiscales dans le cas présent, mais bien de solliciter la philanthropie. Et à en croire Liu, celle-ci répond avec un certain enthousiasme. Il obtient donc diverses contributions en argent et en terre qu'il chiffre, il donne tous les chiffres, auprès des notables et des riches. Et tout cela va constituer donc un capital dont les revenus permettront de faire fonctionner l'établissement. La seule contribution publique qu'il mentionne est, là encore, prélevée sur les bénéfices du monopole de l'opium. Il y a dans cet institut 8 sections spécialisées dans le tissage, la fabrication de chaussures, la fabrication de vêtements, d'ustensiles en bois, la vannerie, etc. Cet établissement ouvre en 1910 et diverses récompenses honorifiques sont demandées par Liu Duanfen aux autorités supérieures pour les donateurs les plus généreux. Ça, c'était toujours très important pour encourager la philanthropie. C'était j'allais dire des médailles en chocolat, mais c'était quand même plus important que ça. C'était des inscriptions ou des diplômes des hauts fonctionnaires de la province. Et c'était très important pour le statut des gens qui les recevaient, le statut social dans leur communauté. En tout cas, tous ces efforts valent à Liu Duanfen un rescrit élogieux du gouverneur général. L'établissement est baptisé par lui d'un terme assez intéressant, Tse Chin Tang,
ce terme tsuchin signifiant littéralement fouetter les paresseux pour qu'ils deviennent industrieux. C'est une excellente méthode scolaire, à mon avis. Donc, tse, c'est fouetter, oui, et chin, c'est être industrieux, être très actif. Voilà donc un autre exemple de ce que j'avais qualifié d'ingénierie sociale, où la philanthropie traditionnelle et les notions modernes de réhabilitation par le travail se mêlent de façon assez intéressante. Les seuls exemples de centres d'apprentissage comparables que je me souvienne d'avoir rencontrés concernant des époques plus anciennes étaient destinés aux victimes de la famine. Autrement dit, à des gens qui avaient été chassés de chez eux par la famine et qui avaient tout perdu et qui erraient à la recherche d'un moyen de survivre et à qui on préférait, mais les exemples, autant que je me souvienne, sont très rares, à qui on préférait enseigner un savoir-faire plutôt que de les laisser croupir sans rien faire dans des centres pour réfugiés, où en plus ils attrapaient toutes sortes de maladies. L'ambition de développer l'économie et de former une force de travail compétente, ambition sous-jacente à de nombreux programmes des nouvelles politiques, est bien là, mais la dimension traditionnelle reste malgré tout très présente. Et il en va de même avec deux autres réalisations dont parle Liu Duanfen pendant sa magistrature à Hangzhou. Le premier est un centre d'apprentissage de la sériciculture, un Zhansang Chuan Sisuo, où une quarantaine d'apprentis reçoivent une formation intensive pendant 1 an. Cette opération est confiée à un spécialiste du développement économique et il est question d'enseigner ce que, encore un terme moderne, ce que Liu Duanfen appelle la science séricicole, Zhansang Kexue. Donc, j'imagine certaines connaissances d'agronomie moderne, dont à l'époque il se diffusait en Chine, en effet, des éléments venus surtout du Japon, en tout cas dans le domaine de la sériciculture. Mais il est impossible de ne pas penser aussi à des opérations comparables, donc des ateliers où on enseigne aux gens une nouvelle technique, mise sur pied par des fonctionnaires activistes au XVIIIe siècle, par exemple, que j'ai étudié dans le passé. L'autre réalisation à laquelle je faisais allusion est-elle de nature essentiellement philanthropique, même si là encore, Liu Duanfen s'arrange pour arrondir les sommes avec le produit de certaines surtaxes. Il y a toujours dans ces entreprises une combinaison de bricolage fiscal et de recherche des économies, sans parler du souci de l'ordre public. En effet, il s'agit dans ce cas-là de créer un atelier pour offrir une formation à une centaine de gamins, en partie des mendiants, qui n'ont pas les moyens d'entrer dans une boutique comme apprentis, car cela n'est pas possible si l'on ne paye pas une sorte de pas de porte sous forme de cadeaux et de petites cérémonies qui coûtent de l'argent. Et si on ne leur enseigne pas un métier, dit-il, ces jeunes continueront de mendier, au mieux et au pire, ils se transformeront en brigands. Dans tous les cas, socialiser les mendiants et les petits délinquants, ou alors les enfants abandonnés, en les confinant pour un certain temps dans des ateliers qui sont d'une certaine façon des prisons, mais où on les fait travailler et où ils peuvent apprendre un métier, tout cela était dans l'air du temps. L'une des réalisations dont Zhou Shanpei était le plus fier à Chengdu était précisément un orphelinat fonctionnant comme un centre d'apprentissage. Il y a même des photos dans le livre de Stapleton, comme un centre d'apprentissage, sans parler des ateliers pour mendiants dont je crois que j'avais parlé la dernière fois. Or, la force de police moderne que Zhou Shanpei avait contribué à mettre en place à Chengdu depuis 1903 était un peu la colonne vertébrale de tous ces efforts visant à faire de la ville une cité moderne, ordonnée, où on est en sécurité et travailleuse. Et comme je l'avais signalé, l'objectif de Zhou Shanpei et de ses patrons était à terme de doter toutes les circonscriptions du Sichuan de forces de police comparables, c'est-à-dire professionnelles, bien payées et donc indépendantes, et capables de remplacer les structures passablement archaïques et les personnels socialement méprisés qui étaient supposés maintenir l'ordre dans les sous-préfectures chinoises. Le processus a été très long au Sichuan. En fait, il était à peine entamé au moment de la révolution de 1911. Mais on peut voir dans le Huanshu Jieyue que Hangzhou a commencé à se doter d'une police professionnelle sous la magistrature de Zhou Shanpei en 1910.
À Hanzhou, en fait, on n'est pas parti du centre, donc de la ville sous-préfectorale, mais des périphéries, en fait, de deux frontières, de localités frontières avec des sous-préfectures limitrophes, deux endroits où, explique-t-il, il y avait une circulation fluviale et commerciale assez dense, donc des risques de brigandage, et que par conséquent, il était nécessaire d'exercer une surveillance sérieuse. Et celle-ci, dans le nouveau système, est donc assurée par des commissariats de police. Le terme est Xunqing Fenshu, avec un chef de district, enfin de district de ce qu'on appelle en anglais precinct, un chuguan, à la tête de chacun de ces commissariats. Et chacun de ces districts, ou chu, donc des zones policières, si vous voulez, est doté de 30 à 40 hommes, et le même chiffre que dans les districts urbains de Chengdu, dans le système mis en place par Zhou Shanpei. Et en fait, la terminologie, donc le Xunqing, Chuguan, etc., est la même que pour la police moderne de Chengdu, où en fait la meilleure de Chine est la plus célèbre, celle de Pékin, qui a été mise en place un petit peu avant. Il y a aussi des postes de police dans d'autres localités, garnis par des hommes envoyés par les commissariats. Et Liu décrit avec un certain détail la mise en place progressive de cette nouvelle présence policière dans les localités. Comme le Sichuan n'a pas encore de règlement général sur les polices locales, Liu propose pour approbation ses propres règlements. Il insiste aussi beaucoup sur la mobilité et sur le renseignement, plutôt que sur l'observation passive à partir d'un poste statique. Les patrouilles devront être renforcées par des hommes fournis par les milices traditionnelles, et il y a des registres de présence et des registres, des logs, des logbooks, des registres d'activités à remplir, et ainsi de suite. Et enfin, les frais de fonctionnement, la grande affaire, comme toujours, sont prélevés sur les surplus fiscaux des marchés périodiques qui se tenaient dans des temples ou à proximité des temples. Liu Duanfen ne donne pas d'indication comparable concernant Tintang, la sous-préfecture où il a été en fonction en 1911. Mais nous avons la chance de disposer d'une édition de la monographie locale de Tintang, datée de 1921, qui expose les choses de façon relativement claire. À Tintang, on a mis en place une police moderne dès les dernières années du règne Guangxu, donc déjà avant 1909, dans le cadre, est-il dit, de la préparation de la Constitution. Donc tout se tient. Au début, en tout cas dans l'esprit des gens, au début, cependant, ces forces professionnelles existaient parallèlement, est-il expliqué toujours dans cette monographie, existaient parallèlement à l'ancien système des milices locales en raison de l'insuffisance de moyens. Et aussi en raison du fait que, et c'est comme ça qu'ils le disent, les gens n'avaient pas encore l'esprit assez ouvert. Minzhe Weikai, ce qui veut dire exactement par là, je ne sais pas quelle ouverture d'esprit est nécessaire pour accepter une police moderne. Contrairement à Hanzhou, à Tintang, le nouveau système a d'abord été testé dans la ville sous-préfectorale, où on a commencé par créer un bureau de police, donc un Tingshatu, ça c'est vraiment une terminologie moderne, doté lui aussi de 40 hommes. On a aussi installé peu à peu un éclairage urbain et des postes d'incendie, et on a créé un centre d'entraînement pour la police. Et des initiatives comparables ont été prises, est-il dit, un peu plus tard, dans l'autre ville importante du territoire appelée Zhaozhen. Ce texte, qui date donc de 1920, admet qu'après plus de 10 ans, les résultats ne sont pas remarquables et que, en fait, la situation en matière d'ordre public s'est plutôt dégradée après la révolution de 1911. Les anciennes milices sont restées en place et elles continuent d'accomplir des tâches comme le recensement ou la réforme des mauvaises habitudes, donc tâches en effet, la surveillance des bonnes mœurs, si vous voulez, tâches en effet tout à fait traditionnelles. Quoi qu'il en soit, l'impression générale que laissent toutes ces descriptions est qu'on a effectivement introduit un niveau modeste de modernité dans les sous-préfectures du Sichuan, ou au moins, sinon de modernité, de nouveauté, dans un contexte général de précarité. On est assez éloigné des réalisations de la capitale provinciale, lesquelles étaient, comme je l'ai dit, beaucoup mieux financées et bénéficiaient de l'attention des plus hautes autorités. En outre, ces nouveautés étaient loin de toujours entraîner l'adhésion de ceux qui devaient payer pour elles, parce qu'ils n'en profitaient guère, ou même pas du tout. Et pourtant, ce saupoudrage d'institutions modernisées n'était pas purement frivole, et il a lentement contribué à la transformation, je crois, de l'infrastructure publique, même dans des régions qui n'étaient pas particulièrement centrales. Le problème est que les désordres concomitants à la Révolution de 1911, et plus tard à la guerre civile et aux rivalités entre seigneurs de la guerre, particulièrement
particulièrement agité au Sichuan, que tous ces désordres ont considérablement ralenti, particulièrement virulents, je voulais dire, des signes de la guerre, ont considérablement ralenti, voire complètement arrêté ces progrès. Ces événements passablement violents qui ont conduit à la chute du régime impérial au Sichuan trouvent un écho plutôt affaibli, mais quand même, dans l'autobiographie de Liu Duanfen, même si sa sous-préfecture en a subi directement le contre-coup. C'est de cela que je dirais encore un mot assez rapidement, puisque, encore une fois, ça se passe en grande partie à l'extérieur, mais la crise ferroviaire et l'insurrection finale du Sichuan méritent quand même qu'on en dise un mot, d'autant plus qu'il y a là-dessus des témoignages autobiographiques que je ne développerai pas, mais qui sont en eux-mêmes intéressants, très différents de ceux dont j'ai parlé. Donc je dirai un mot de cela la semaine prochaine, et ensuite je changerai complètement de registre et de région en abordant les souvenirs d'enfance, c'est-à-dire l'autobiographie, qu'il appelle lui-même d'ailleurs Confession, Tzujuan, du futur célèbre ingénieur Li Yizhe. Je vous remercie.